cet après-midi à l'installation du Haut Conseil des collectivités territoriales. C'était au Centre international de conférence de Diamniadio. Le HCCT, selon le président Macky Sall, répond à une forte demande devenue un impératif d'une meilleure inclusion des citoyens dans l'identification de leurs besoins. Le président Macky Sall revient d'abord sur ce que doit être le Haut Conseil des collectivités territoriales. Nous l'écoutons. Le peuple sénégalais, cohérent dans ses aspirations et attaché aux vertus républicaines, a approuvé lors du référendum du 20 mars 2016 le projet de modernisation de notre système démocratique. L'une des innovations majeures de cette réforme a été la promotion de la gouvernance territoriale par l'instauration du Haut Conseil des collectivités territoriales. Cette institution de la République doit donc être le creuset d'une véritable démocratie participative, territoriale, puisée dans nos traditions démocratiques. Voilà qui nous vaut aujourd'hui cette cérémonie officielle d'installation du Haut Conseil des collectivités territoriales. Par sa vocation, ses missions et sa composition, le Haut Conseil des collectivités territoriales renforce la participation active des acteurs territoriaux à la définition, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques territoriales. En effet, le Haut Conseil des collectivités territoriales élargit les espaces de dialogue, de consultation et de concertation dans le processus de prise de décision qui engage la vie des collectivités territoriales. Il pourra également coopérer avec la Commission en charge du dialogue des territoires. Il répond ainsi à la forte demande devenue un impératif d'une meilleure inclusion des citoyens dans l'identification des besoins, la définition des priorités, la conception et la mise en œuvre des politiques de décentralisation. C'est pourquoi, instruit par l'expérience vécue du contact direct avec les populations, je reste toujours convaincu que la politique doit être l'expression de ce que vivent et veulent les citoyens. Nous devons garder constamment à l'esprit les préoccupations des agriculteurs, des pêcheurs, des éleveurs, des artisans, des jeunes, des femmes. Les mutations des sociétés contemporaines ont fait émerger de nouvelles demandes citoyennes, celle de la démocratie participative, celle de l'association des terroirs, à la gestion de leur destin grâce à de nouvelles formes de liens avec l'État central, mais aussi celle de l'écoute attentive des aspirations profondes des populations à la base. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les hauts conseillers, c'est en écoutant celles et ceux au nom de qui nous gouvernons que nous pouvons prendre des décisions justes et conformes aux intérêts de toutes les composantes de notre société. En cela, le Haut Conseil des collectivités territoriales est un pilier essentiel dans la formulation des politiques de décentralisation grâce à ses avis inspirés par le vécu propre des collectivités territoriales. Nous sommes ainsi dans l'ère de la gouvernance inclusive,
celle de la territorialisation des politiques publiques consacrées par l'acte 3 de la décentralisation. Le chef de l'État, c'était il y a quelques instants lors de l'installation des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. Le Haut Conseil qui a été donc installé par le chef de l'État, Macky Sall. Les membres de la deuxième chambre consultative se félicitent de cette opportunité offerte par le président de la République qui leur permet d'apporter leur contribution pour un bon développement territorial. Des réactions au micro de Anaïs Nyanyamane. Nous venons d'assister à une belle cérémonie par la hauteur des idées qui sont rappelées ici concernant la décentralisation, concernant par conséquent le travail du Haut Conseil des collectivités territoriales et concernant le management que doit effectuer son président, M. Ousmane Tanor Dieng, qui dans son discours a bien montré qu'il maîtrise très bien les problèmes de décentralisation et les problèmes de la présence du Sénégal dans le monde et les problèmes de sa diplomatie. Un sentiment de fierté, mais aussi un grand poids et un grand défi que nous devons relever parce que nous avons été choisis par le président parmi 14 millions de Sénégalais. Alors mon souci personnel, c'est vraiment d'être à la hauteur par rapport à la tâche, à la mission qui nous est assignée. Nous sommes là pour faciliter déjà la collaboration entre l'État et les acteurs territoriaux. Et notre première mission est d'assurer le suivi par rapport à tous les projets relatifs aux acteurs du territoire. La nomination, nous l'avons acceptée comme un défi. C'est une nouvelle institution qui vient d'être créée et nous sommes les premiers acteurs. Donc nous avons un défi énorme à relever. Mais au regard des membres qui composent ce Haut Conseil, de par leur expérience et leur expertise, on est rassuré à l'avance qu'on fera une mission et un sacerdoce. Nous sommes satisfaites. Nous les femmes, nous sommes satisfaites. Parce qu'il y a la parité. Partout où on tourne, on voit la parité. Et vous comptez travailler pour On compte travailler avec les hommes. On compte travailler dans notre département. Parce que moi, je suis départementale. Je pense que c'est une structure démocratique. Elle se veut comme telle. Et j'espère que les conseillers seront à la hauteur de la mission qui leur a été confiée. C'est tout ce que je leur souhaite pour le bien des populations. Voilà quelques réactions recueillies par nos reporters. C'était après l'installation du Haut Conseil des collectivités territoriales. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notamment la réaction du président du HCCT, Ousmane Tanor Dieng. Un nouveau code minier pour le Sénégal. Le projet de loi a été adopté à l'Assemblée nationale. De nouvelles dispositions sont apportées par rapport au code de 2003. Les contrats de partage, le relèvement du taux de redevance et de l'assiette de calcul et la protection des intérêts nationaux sont des points majeurs du nouveau texte. Jeanne Dior. Le présent projet soumis aux députés est le fruit d'un long processus qui apporte des modifications et des innovations au code minier du 24 novembre 2003. Selon les réformateurs, l'ancien code avait des retombées insignificatives et a fait perdre à l'État plus de 400 milliards entre 2005 et 2012. Déjà en introduisant de nouveaux droits, également en changeant la redevance minière, aujourd'hui qui est généralement passée de 3 à 5%. Nous avons également introduit une taxe, ce qu'on appelle la taxe superficielle, qui n'existait pas auparavant, parce qu'auparavant, il faut dire que les entreprises minières titulaires de 10 km² ou de 100 km² payaient la même redevance, ce qu'on a rectifié. Nous avons introduit également la réhabilitation depuis la phase de recherche. Et là aussi, c'est un élément important en mettant en place des sanctions pour les entreprises qui, en tout cas, n'accepteraient pas ou ne feraient pas correctement la réhabilitation. 20% des recettes de ce secteur seront affectées aux collectivités locales. Un effort salutaire. Cependant, la représentation nationale a souhaité avoir des éclairages sur plusieurs mesures, mais aussi les contrats de certaines sociétés minières. Des procédures régulières ont été utilisées par l'actuelle direction des ICS pour employer des Indiens dans leur usine. Mais nous pensons déjà qu'avec les nouvelles dispositions du nouveau code, nous pourrons en tout cas
remédier à cette situation, parce que déjà le nouveau code permettra qu'à compétence égale, que les avantages soient donnés aux Sénégalais, la préférence soit donnée aux Sénégalais, ça c'est d'abord la première chose. Et si cette disposition ne suffit pas, d'autres dispositions peuvent être prises pour que vraiment sur certains emplois, que les Sénégalais soient privilégiés. Le projet de loi 27/2016 portant code minier a été adopté à l'Assemblée nationale. Celui-ci permettra à l'État d'avoir un meilleur suivi et un contrôle de l'assiette de calcul, mais aussi maintenir l'attractivité du secteur minier en vue de promouvoir un partenariat gagnant-gagnant entre l'État, les investisseurs et les populations. Retour sur l'installation des membres du HCCT. Son président veut traduire les préoccupations et ambitions des collectivités en proposition pour enrichir la mise en forme de la politique de la nation définie par le chef de l'État. Ce sont là quelques propos du président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Ousmane Tanor Dieng, que nous écoutons. C'était juste après l'installation des hauts conseillers par le président de la République. De remercier le président de la République, Macky Sall, qui nous a fait confiance et qui nous a fait l'honneur de venir lui-même présider cette installation. Je crois que ça montre lui-même, Macky Sall, l'intérêt, le prix qu'il attache à cette institution. Mais c'est à nous de mériter cet honneur, c'est à nous de mériter cette confiance. Nous sommes la voix de la base, la voix des terroirs. Il faut que les préoccupations des territoires, leurs préoccupations, leurs ambitions, que nous puissions les traduire en propositions pour enrichir la mise en forme dans le cadre de la définition de la politique de la nation pour le président de la République. C'est une tâche importante, c'est une tâche lourde, et comme nous avons une très forte diversité d'une structure qui représente quasiment l'ensemble du pays et des experts que le président a choisi, et nous avons un spectre capable, si nous sommes organisés, de répondre aux attentes des populations. Ousmane Tanor Dieng, président du tout nouveau Haut Conseil des collectivités territoriales. Après son installation, au moins 250 jeunes de la Médina pourront intégrer le domaine agricole communautaire de Sangalkam. C'est ce qui ressort du forum de sensibilisation organisé dimanche au Pench de Santhiaba. Une initiative bien accueillie par les bénéficiaires. Ils s'engagent à devenir de véritables entrepreneurs agricoles. Louis-Philippe Sagna. L'engagement est le critère principal. Au Pench de Santhiaba, il y avait une importante mobilisation. Tous ont voulu confirmer que ce programme est arrivé à point nommé. Et le fait d'être un natif de la ville ne constitue absolument pas une barrière à l'entrée dans le domaine de l'entrepreneuriat rural. Donc aujourd'hui, il faut un changement de mentalité. Et moi, je préfère voir des jeunes de la Médina engagés dans une reconquête de leur dignité par leur capacité à entreprendre, plutôt que de les voir assis toute la journée. Et j'exhorte les jeunes de la Médina à aller vers ce projet, puisque de mon point de vue, c'est ça l'avenir. Et le modèle qui est proposé par le président de la République à travers ce domaine agricole communautaire est un modèle suffisamment convaincant, puisqu'il est question de formation, de renforcement de capacité, d'accompagnement de projets pour en faire de vrais entrepreneurs ruraux. Devenir entrepreneur agricole, c'est possible. Pour ces jeunes en quête d'emploi, l'espoir est permis, d'autant plus que le domaine agricole communautaire de Sangalkam concerne toute la région de Dakar. C'est à nous jeunes de porter ce projet, c'est-à-dire par la communication, par l'information. C'est-à-dire qu'à travers les projets du président de la République, aller à Sangalkam, aller à Thiès, ne nécessite plus de difficultés. Les jeunes peuvent bel et bien aller travailler à Sangalkam et revenir le soir habiter à la Médina. C'est-à-dire qu'à nous de mieux communiquer, de mieux les informer en leur disant que Sangalkam, c'est comme aller à Pékin, c'est comme aller au Jocelyn. Ces moments d'échange sont utiles avant la mise en œuvre du projet. D'ailleurs, un grand forum est prévu au profit de toute la jeunesse de cette région. Nous allons faire le tour de la région de Dakar, mais nous allons terminer par un grand lancement, le forum de lancement à Sangalkam même, où tout se fera avec les populations de la commune de Sangalkam et des environs. Nous sommes en train de sensibiliser les populations, notamment de toute la région de Dakar, dont celle de la Médina, à accompagner les jeunes, mais également les femmes, à être dans l'entrepreneuriat agricole au sens large, notamment dans l'élevage, dans la production maraîchère, dans l'aquaculture, mais également dans la transformation. C'est ce travail que nous sommes en train de faire. Une autre étape est prévue, c'est pour faciliter l'inscription et la constitution des groupements d'entrepreneurs agricoles GEA
En attendant, les jeunes ont promis de poursuivre la sensibilisation dans ce quartier et aux alentours. Le programme national de biogaz domestique du Sénégal a bouclé sa tournée dans le pays. À Louga, le PNB a officiellement lancé ses activités pour compléter la liste des 13 régions ciblées. Au total, 1000 biodigesteurs seront installés dans la région d'ici à 2019. Damsila. Louga, dernière étape de la tournée de lancement des activités du programme national de biogaz domestique du Sénégal. Située en pleine zone sylvo-pastorale, la région remplit tous les critères qui permettent de faire fonctionner un biodigesteur. Dans un CRD qui a réuni les différents acteurs concernés, le PNB a pris la décision d'installer 1000 biodigesteurs dans la région d'ici à 2019. Si vous interrogez aujourd'hui les statistiques, vous vous rendrez déjà compte que nous avons installé entre 200 et 300 biodigesteurs déjà dans la région de Louga. Cela montre effectivement toute l'importance que la région devrait jouer dans le dispositif, mais surtout l'espoir que nous avons quant à l'impact de ce projet sur le développement économique local de la région. Le biodigesteur est un outil qui contribue beaucoup au bien-être socio-économique des ménages ruraux et périurbains. Il participe aussi à la lutte contre la déforestation, à la santé des populations et à la sécurité alimentaire. Bref, c'est une révolution technique et technologique qui contribue fortement au développement du pays. Ce programme constitue une révolution pour tout le monde et je crois que ça c'est au bénéfice et des populations. Et nous, autorités, nous allons tout faire pour accompagner avec le comité de suivi ce programme-là en demandant aux services techniques de s'y impliquer et en faisant le plaidoyer pour que tout le monde épouse ce programme. Après avoir bouclé la phase de lancement et de répartition des biodigesteurs dans les différentes régions du pays, l'heure est maintenant au bilan. Le programme est très bien reçu au niveau de toutes les régions du Sénégal et les acteurs ont manifesté un grand intérêt, ont manifesté également un grand engouement, un grand engagement également à s'approprier de ce programme-là, à participer pleinement dans les différents cadres de concertation locaux qui seront installés par les différents gouverneurs et qui auront à charge d'assurer le suivi de la mise en œuvre du programme dans les régions respectives. L'État du Sénégal, en partenariat avec l'Union européenne, a mis en place le programme national de biogaz domestique du Sénégal. L'objectif est d'installer 10 000 biodigesteurs dans tout le pays d'ici à 2019. Validation du guide de mesure des performances des collectivités territoriales. C'est un outil qui permet d'ancrer nos collectivités territoriales dans le pilotage de la performance dans un contexte marqué par la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation. C'était en présence de plusieurs techniciens et acteurs du développement territorial. Hamid Diop. La mesure de performance des collectivités territoriales constitue un enjeu dans un contexte où la gestion axée sur les résultats reste un viatique. Ce guide de mesure de la performance des collectivités territoriales facilite aux différentes associations d'élus le travail de plaidoyer auprès des pouvoirs publics et des partenaires au développement. Donc, la mise en place d'un tel outil aujourd'hui, articulé aux différents outils et à l'objectif qui a été fixé dans le cadre du Code général des collectivités locales, articulé aux outils de planification, aujourd'hui permettrait d'avoir une meilleure lisibilité à la fois des besoins des collectivités locales en termes de moyens, mais également des exigences en termes de reddition des comptes et d'optimisation dans l'utilisation des ressources. Dans le droit fil de l'émergence, les collectivités territoriales souhaitent participer avec des instruments de pilotage performants qui mènent vers la bonne gouvernance. L'importance de cet outil en matière de bonne gouvernance, c'est qu'il soit réellement administré au sein des collectivités locales, que les maires puissent en tirer les leçons qu'il faut pour améliorer régulièrement les services offerts par les collectivités locales. Avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, le PND, la direction des collectivités locales et la direction de la promotion de la bonne gouvernance ont su traduire un besoin longtemps exprimé dans l'espace du développement territorial. Avec les autorités nationales et les autorités locales, on essaie de rencontrer un point pour que la performance puisse faire partie de la mise en œuvre des politiques publiques locales. Cela va nous permettre donc d'aller dans le sens de la qualité des politiques publiques et je considère que harmoniser cette grille, la mettre à disposition des collectivités locales sera un atout pour la population. La mesure de performance permet aux collectivités territoriales d'identifier leurs forces et faiblesses dans leurs différents domaines de compétences et à prendre des décisions allant dans le sens de l'amélioration des performances. Si 45 collectivités territoriales ont servi de cadre d'expérimentation pour aboutir aux produits recherchés, il faut retenir que la finalité est d'institutionnaliser cet outil
au sein de toutes les collectivités territoriales pour y ancrer définitivement la culture de la performance. Aussi, ce guide offre-t-il l'opportunité aux différents acteurs du développement territorial de disposer d'un outil pour évaluer, réorienter et réajuster les processus en cours qui, à n'en pas douter, ont besoin d'une touche innovatrice à même de fédérer les énergies. Rappelons que la commune de Dara a présenté aux différents acteurs les résultats de la mesure de performance. Des acquis et des difficultés ont été notés. En définitive, ce guide permet à l'État et ses partenaires de disposer d'un instrument de la promotion de la bonne gouvernance par la saine émulation qu'elle crée au sein des collectivités territoriales et par l'incitation à l'application des principes de bonne gouvernance. Le complexe éducatif de Keur Massar inauguré, un bijou financé par la fondation Cheikh Aid du Qatar à hauteur de près de 4 milliards de francs CFA. Il va participer à désengorger les écoles de la banlieue de Dakar. Mieux, le complexe va contribuer à améliorer les résultats scolaires dans cette partie de Dakar. Omar Baldé. À travers ce geste, le ministre de l'Éducation inaugure le complexe éducatif de Keur Massar. Ce joyau est composé d'un lycée d'enseignement général, d'une école élémentaire, d'un lycée franco-arabe entre autres. Fruit d'un partenariat entre le Sénégal et le Qatar, ce bijou a coûté près de 4 milliards de francs CFA. Ouf de soulagement. Vraiment, ça nous a fait un plaisir de réceptionner ce grand bijou qui est l'un des rares dans notre pays. Donc cela ne peut que nous faire vraiment un sentiment de fierté, en tout cas de contentement. Cet édifice est l'un des rares infrastructures du pays. Sur ce, nous avons l'obligation et le devoir de veiller à l'entretien, la pérennisation de tout cet investissement qui ne pourra être récompensé que de par d'excellents résultats. La visite guidée a permis au ministre de constater les nouvelles conditions de travail des bénéficiaires. Ce complexe unique dans son genre et unique au Sénégal contribuera à l'amélioration des performances de nos élèves. En ce sens que l'élève peut y poursuivre toute sa scolarité du cours d'initiation à la terminale avec 2 offres d'éducation, classique et franco-arabe. Il est sans doute la plus grande infrastructure scolaire jamais réalisée dans notre pays. Cette réalisation vient témoigner les bonnes relations entre l'État du Qatar et la République du Sénégal. Tout cela veut dire que la relation bilatérale entre les 2 pays fonctionne très bien. Avec ce bijou, les difficultés en infrastructure scolaire de la banlieue dakaroise appartiennent désormais au passé. Reste maintenant à gagner le pari de son entretien. À travers les clubs et le gouvernement scolaire, mobilisez-vous aux côtés de l'administration, des enseignants, de la communauté toute entière pour l'entretien et la maintenance de cette école. Je vous invite à former des groupes de veille et d'alerte pour la surveillance quotidienne des locaux. Pour clore, des cadeaux ont été distribués aux bienfaiteurs et à la tutelle. La fête de l'excellence à Matam, une 50aine d'élèves qui se sont distingués l'année dernière ont reçu des prix. L'initiative est de l'association FODE qui regroupe des cadres ressortissants de cette partie du Sénégal. C'est la commune de Sinthiou Bamambé qui a accueilli la cérémonie Oumoukal Samsal. L'association Fode Fouta n'a pas dérogé à la règle. Cette année encore, elle a primé les meilleurs élèves des séries scientifiques de la région de Matam. La cérémonie organisée à Sinthiou Bamambé avait comme parrain l'inspecteur du Trésor Mamadou Oumar Bokoum et le ministre Mamadou Talla. Le plan Sénégal émergent du président Macky Sall, dans sa vision, dans sa volonté politique, il a décidé et il a voulu que l'axe 2 soit consacré au capital humain. Et qui dit capital humain, le dit en termes de protection sociale, oui. Le dit en termes également d'accompagnement les personnes vulnérables. Mais il le dit également dans le cadre de développement des compétences. Et ces compétences techniques et scientifiques sont les seules aujourd'hui pour accompagner le pays dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire et j'en passe.
Donc, chers élèves, je vous encourage à aller dans cette direction. Des bourses d'études, des ordinateurs portables, des vélos ont été remis à une cinquantaine d'élèves. Parmi les lauréats, les 20 meilleurs élèves filles du cycle moyen, une manière de les inciter à poursuivre les études. Fort des Fouta, à travers cette fête de l'excellence, veut aussi motiver les apprenants à davantage s'intéresser aux matières scientifiques. Dans cette région, nous avons des élèves qui sont orientés dans la série S2, mais il nous faut également beaucoup d'élèves dans les séries S1. Et il nous faut également des jeunes qui le décident d'eux-mêmes, qu'ils soient orientés dans le développement des compétences techniques et en allant s'inscrire dans les centres de formation professionnelle, de sécurité, parce que nous mettons en place aujourd'hui une politique déterminée, engagée, et en 6 mois, je le dis bien, vous avez des certificats de spécialité. L'association Fort des Fouta regroupe des cadres originaires de cette partie du Sénégal. Le but est de participer au développement du Fouta à travers différentes activités à caractère social. 3 journées de consultation médicale gratuite au profit des populations de Koki, une œuvre des habitants de la localité en collaboration avec l'association Global Sud Santé Développement. Plus de 60 membres du personnel de santé ont été mobilisés. L'armée nationale a aussi participé à la réussite de l'événement. Ibrahim Andong. Matinée de dimanche, ambiance inhabituelle sur l'avenue de la gare. À l'ordre du jour, des journées de consultation médicale gratuite au profit des populations de Koki. Pour l'occasion, ils sont nombreux à effectuer le déplacement. Avec toutes les populations pour leur permettre d'avoir des soins de qualité, parce que regrouper par exemple 69 médecins pour tout simplement s'occuper de cette population, soulager leur souffrance en matière de santé. Je crois que c'est une occasion qui nous est donnée et à qui nous allons tout simplement remercier le bon Dieu, mais remercier tous ceux qui ont fait de cette journée une réalité. Du pain béni pour les bénéficiaires. Après consultation, direction la pharmacie où les patients reçoivent des médicaments et gratuitement. Après consultation, on nous a donné gratuitement des médicaments. Franchement, on a vu plusieurs spécialistes. Et pour cela, nous disons merci au président Sall. Tout ce que je peux dire à cette occasion, c'est merci. Pour cette deuxième édition, 3 sites ont été aménagés, un personnel de santé de plus de 60 membres mobilisés et plusieurs spécialités mises à contribution. Ces journées sont organisées de sorte qu'il y ait une mobilisation extrême, avec la participation donc de plusieurs spécialités et les pneumologues, les cardiologues, les pédiatres, les ORL, les dentistes, les gynécologues, mais également une équipe de chirurgie pour la circoncision des enfants. Et dans cette équipe, il y a également des paramédicaux. Différentes pathologies ont été diagnostiquées avec une présence massive des femmes. La gynécologie qui est le point angulaire pratiquement de ces consultations où il y a eu à diagnostiquer beaucoup de cas de grossesse et des infections vaginales, donc gynécologie, mais également certains cas d'infertilité. Donc chez ces femmes, il faut une approche d'éducation dans le cadre de la contraception, mais surtout dans le cadre des conseils dans le cadre de la reproduction. Des médecins militaires ont participé à ces journées. Le concept Armée-Nation a été bien matérialisé. Selon la vision du président de la République sur la couverture maladie universelle et dans le concept Armée-Nation, l'état-major général des armées a envoyé un moyen logistique et du personnel spécialisé pour les 3 journées de consultation gratuite et pour une réussite parfaite. Pendant 3 jours, des milliers de personnes ont bénéficié de ces consultations gratuites. Les 58 villages de Koki ont accordé une importance particulière à cet événement, une activité que Global Sud Santé et Développement compte pérenniser en collaboration avec les populations de Koki.
Nous restons à Koki où Ibrahim Mandong s'est intéressé à la couverture maladie universelle. Sur place, 120 personnes ont été enrôlées grâce au soutien d'un fils de la localité. Nous écoutons Bassirou Thiam, un des membres du comité d'organisation des journées de consultation gratuites. C'est un autre fils qui a osé sortir de sa poche plus de 500 000 francs pour enrôler 120 bénéficiaires dans la mutuelle santé pour des soins de qualité pendant une année. Voyez ce que ça fait. Donc celui-là, nous ne pouvons pas ne pas le remercier. Nous ne voulons pas, même pas du tout nommer son nom, mais parce qu'il ne veut pas. Mais il sait, et nous savons, que ce qu'il a fait, c'est un acte tout simplement de quelqu'un qui se soucie de sa population. C'est quelqu'un qui est en train tout simplement de faire tout pour la population de Koki. 120 personnes ont été des bénéficiaires, ont été enrôlés. Le taux de prévalence du paludisme a baissé de façon significative à Tambacounda, des résultats obtenus grâce à des campagnes de vaccination tenues chaque année. Et pour cette présente campagne de vaccination, en plus du programme de chimioprévention du paludisme saisonnier, le dépistage de malnutrition et de tuberculose a été effectué. Tchorodien qui n'est pas disponible, nous abordons la série santé, anesthésie, réanimation, deux spécialités différentes mais associées. L'anesthésiste réanimateur prend en charge le patient en période préopératoire, pendant et post-opératoire. En réanimation, le spécialiste joue un autre rôle, celui de sauver et de surveiller les fonctions vitales des patients victimes d'accidents ou souffrant de pathologies graves. Au bloc ou en réa, il a la même casquette. Jeanne Dior. Deux anesthésistes, deux neurochirurgiens, des aides-soignants, l'équipe du bloc est complète et prête pour s'attaquer à une tumeur cérébrale. Mais avant, il faudra tout d'abord endormir Ibou, un nom d'emprunt. À l'aide de ces moniteurs de contrôle des fonctions vitales comme le cœur, les poumons et la tension, le malade est averti. La ventilation commence, l'anesthésie générale a démarré. Une fois que cette pré-oxygénation est faite maintenant, on procède à ce qu'on appelle à l'induction de l'anesthésie, c'est-à-dire à l'injection des drogues anesthésiques. Il y a la drogue qui fait dormir le malade, ce qu'on appelle les hypnotiques. Ensuite suit les drogues chargées de procurer une analgésie, c'est-à-dire qui inhibe la douleur. Et la troisième type de molécule, c'est les curares, c'est-à-dire qui permettent une paralysie des muscles pour que le malade se relâche. L'endormissement constitue le premier acte chirurgical, mais il y a un préalable avant le jour J, la visite pré-anesthésique. Ceci permet de voir les risques d'allergie, les maladies qui peuvent interférer avec l'anesthésie, de choisir même la bonne technique et en plus dans l'anesthésie de choisir les bons médicaments. Nous quittons la clinique neurochirurgie de Fan pour l'hôpital Le Dantec. Les portes du bloc opératoire nous sont ouvertes pour assister à une autre forme d'anesthésie, l'anesthésie loco-régionale. Pour cette technique, le patient est conscient. La rachianesthésie qui est une anesthésie médulaire qui consiste à mettre le produit anesthésique dans le liquide céphalorachidien, dans la colonne vertébrale. Parce qu'on le sait tous, c'est pour que les nerfs qui sortent de la colonne vertébrale, notamment les nerfs rachidiens, soient imprégnés de ce produit. Et quand on met le produit au contact des nerfs, la rachine dorsale, ça entraîne une anesthésie. Si certains s'activent au bloc, d'autres tentent d'aider les patients à se battre pour survivre. Nous sommes en réanimation. Ici, l'urgence est palpable au son de ces machines. La réanimation, ça consiste globalement à prendre en charge des malades qui sont en détresse vitale, donc dont on peut dire qu'ils risquent de mourir à brève échéance, parce qu'ils ont en général donc, des problèmes, des troubles de la conscience, des problèmes respiratoires, des problèmes hémodynamiques, des problèmes rénaux ou autres, donc, qui mettent en jeu leur pronostic vital. Donc la réanimation consiste en quelque sorte à les maintenir en vie. Après 3 heures d'intervention, retour à l'hôpital Fan pour assister au réveil de Ibou. Le médecin qui l'avait endormi est présent dans la salle. Le rôle de l'anesthésiste, c'est aussi la gestion de la douleur après l'intervention chirurgicale. L'anesthésiste est aussi un réanimateur. Les deux branches sont différentes mais associées en médecine. Je pense même qu'il peut s'agir de deux spécialités différentes. Et même, voilà, c'est-à-dire quand on fait la formation en anesthésie-réanimation, on a une formation en anesthésie, mais également une formation en réanimation. Et j'avoue que la réanimation peut ne rien avoir avec l'anesthésie.
Mais quand on fait de l'anesthésie, également, on a besoin d'avoir des capacités en réanimation. La réanimation, c'est tout autre chose. La réanimation, donc, s'adresse à tous les patients qui présentent une défaillance d'un organe vital en général, le plus souvent. D'autres approfondissent les études pour ajouter une autre spécialité, l'urgence. Ce qui fait d'eux anesthésistes, réanimateurs et urgentistes. L'anesthésie est incontournable pour toutes les formes de chirurgie, que celles-ci soient lourdes ou légères. Mais il faut noter que l'anesthésie n'est pas un traitement. Une petite différence avec la réanimation qui, elle, constitue une urgence pour la survie de l'individu admis à l'hôpital dans un état critique. Eux sont considérés par beaucoup de personnes comme de simples chauffeurs. Pourtant, ils abattent un travail très important auprès des équipes médicales. Les ambulanciers oublient parfois le volant pour assister les médecins ou les infirmiers sur le terrain. Et en cas d'intervention sur le terrain, ils sont les premiers à se positionner. Ibrahim Ndong. Urgence. Pas de temps à perdre, il faut agir et vite. En première ligne, l'ambulancier. Par le sac bleu, au cas où on aurait besoin d'intuber le malade. Quelques minutes seulement auront suffi pour arriver à destination. Sur les lieux de détresse, l'ambulancier oublie son véhicule et joue un rôle d'assistance. Difficile de le distinguer de l'infirmier ou même du médecin. Souvent les gens parlent de chauffeurs. Ils pensent que les ambulanciers, c'est juste les personnes qui conduisent les ambulances. Alors, c'est vraiment très différent parce que les ambulanciers, ils sont formés déjà pour certains actes médicaux. D'accord? Ils sont un peu comme des paramédicaux. Vous l'avez vu tout à l'heure sur l'accident qu'on a eu. L'ambulancier, il a ramené l'oxygène, il savait faire certains trucs. Et quand on va sur les arrêts cardiaques, par exemple, les ambulanciers, ils sont formés. Nos ambulanciers sont formés pour faire du sécurisme. D'accord? Donc, ils savent faire le massage cardiaque. Ils savent quand est-ce qu'il faut amener de l'oxygène. Ils sont déjà habitués sur certains gestes. Pourtant, selon le profane, l'ambulancier n'est qu'un simple chauffeur. En réalité, non. Alors, comment peut-on définir un ambulancier? L'ambulancier, c'est un professionnel de santé et de transporteur spécialisé dont la mission principale est d'assurer les trajets sur rendez-vous ou urgence entre le domicile et des patients qui peuvent être blessés, malades, handicapés, âgés ou sur rendez-vous médical. L'ambulancier, ce n'est pas un chauffeur. Tu dois faire les premiers secours. Tu dois aider l'infirmier, tu dois aider le médecin. Parce que parfois, il y a des cas où le médecin ne pourra pas partir. Il y aura l'infirmier et l'ambulancier. Ce qui veut dire que l'ambulancier est censé connaître le dispositif qui se trouve dans l'ambulance ou le service mobile d'urgence et de réanimation. Par exemple, ça, c'est un LivePad 15. Un LivePad 15 qui comporte tout ce qu'on doit faire devant un malade. Bon, ça, c'est le gaz de sang. Le gaz de sang, ça, c'est le sac d'intubation. Wow. Ça, ce sont des colliers cervicales qui servent à immobiliser le cou. Ça, ce sont des respi. Ça, c'est un respi manuel. Ça, ce sont un respi automatique. Wow. Donc, ça, ce sont des bouteilles d'oxygène. Des bouteilles d'oxygène qu'on doit utiliser pour oxygéner le malade. Voilà. Tout ça, bon, cette partie-là, c'est la partie ventilation. C'est la partie ventilation. Précision. Au Sénégal, il n'existe pas encore une école dédiée au métier d'ambulancier. Mais au SAMU, les responsables ont trouvé une alternative. Elle est relative à la formation sur le tas des ambulanciers. Au départ, c'est des chauffeurs qu'on nous a affectés et qui ont été formés en s'appuyant avec des experts venus d'ailleurs, des experts ambulanciers, donc qui sont venus les former sur le tas. Et cette formation leur a permis, donc au-delà de la conduite, il y a des normes de conduite, parce que conduire une ambulance, c'est pas conduire un bolide, parce que les gens ils mélangent souvent vitesse et précipitation, et souvent la vitesse est même dangereuse sur le pronostic du patient. Dès leur arrivée sur leur lieu de travail, premier acte, les ambulanciers procèdent à des vérifications minutieuses de leur outil de travail. Vérifie
l'huile moteur, liquide de refroidissement, plus liquide de frein. Après, je fais le tour de l'ambulance pour ne pas avoir une roue crevée ou bien un flanc de l'ambulance qui est cabossé. Après tout ça, je marque RAS. RAS, le véhicule est donc prêt à intervenir et à n'importe quelle distance. Question. Est-ce que les autres usagers facilitent aux ambulanciers la circulation? Non, des fois on a des problèmes. On a des problèmes, surtout avec les cars et les taxis. Ils ne te laissent pas passer. Il faut que tu attendes pour avoir au moins une priorité pour faufiler et continuer votre parcours. Pourtant, le code de la route est clair. L'ambulance est prioritaire. En cas d'intervention, le temps est précieux. Voilà pour la série santé qui s'est intéressée ce soir aux anesthésistes et réanimateurs, mais également aux ambulanciers. Nous revenons sur l'installation cet après-midi à Diamniadio du Haut Conseil des collectivités territoriales, une cérémonie singulière et historique présidée par le chef de l'État. Le HCCT vient ainsi approfondir le processus de décentralisation. Le président Ousmane Tanor Dieng a exprimé sa fierté de rendre service à la République et le président Macky Sall invite les hauts conseillers à garder constamment à l'esprit les préoccupations des populations à la base. C'est une synthèse signée Aboubakri Kane. L'installation du Haut Conseil des collectivités territoriales est un moment important de l'histoire politique et institutionnelle du Sénégal. Une chambre qui résulte du projet de modernisation de notre système démocratique approuvé par le peuple lors du référendum du 20 mars 2016. Une réforme qui fait la promotion de la gouvernance territoriale. À la tête du HCCT, un homme attaché à la tradition républicaine. Je tiens à vous redire toute la gratitude des militantes et des militants du Parti socialiste. Au moment de prendre fonction, je suis habité par un sentiment d'humilité. Parce que vous m'avez choisi parmi d'autres pour présider cette nouvelle institution, qualifiée d'institution de la République par la Constitution, qui compte tant de femmes et d'hommes ayant les aptitudes à exercer cette fonction. Je suis également porté par un sentiment de fierté, parce que je sais, et vous savez, que l'acceptation de l'honneur que vous me faites ne doit rien à un quelconque reniement sur les valeurs auxquelles je reste attaché. Je suis un enfant de la République. Cette République dans laquelle l'égalité des chances n'est pas un vain mot. Aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, vous me donnez une belle occasion d'être au service de la République. En vous, ma confiance est totale. Votre parcours exceptionnel, vos qualités reconnues d'homme d'État et votre haute idée du service public vous confèrent tous les atouts pour faire assumer au Haut Conseil sa responsabilité dans la formulation d'avis à l'attention du Président de la République et du gouvernement sur les politiques de décentralisation, d'aménagement et de développement territorial. L'institution se veut un creuset d'une véritable démocratie participative qui valorise les énergies territoriales. Le chef de l'État de réaffirmer l'intérêt qu'il porte à ce nouvel instrument qui, à coup sûr, va apporter de la valeur ajoutée aux décisions de l'État. Je vous félicite et vous exhorte à méditer avec la conscience élevée du sacerdoce, la confiance du peuple sénégalais.
La force d'une institution réside avant tout dans l'engagement des hommes et des femmes qui l'animent. Vos expériences diverses et votre disponibilité sont, je le sais, des gages pour faire du Haut Conseil des collectivités territoriales une institution forte, efficace, dynamique et utile dans la construction d'un nouveau modèle de gouvernance territoriale solidement adossé aux besoins de la population. Je suis d'autant plus confiant que vous avez à la tête de l'institution un homme engagé et pétri de culture d'État. L'institution vient donc consolider l'édifice républicain et enrichir l'architecture institutionnelle. De par ses missions, le HCCT va renforcer la participation des acteurs territoriaux à la définition, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques territoriales. Cet exercice relève d'un enjeu stratégique autour de notre option irréversible pour la décentralisation que nous devons enrichir et approfondir si nous voulons en assurer la permanence et l'efficacité. Mais cet exercice de coproduction ne représenterait pas d'intérêt s'il n'emporte l'adhésion des populations que nous devons intéresser à notre institution à ces travaux. Aussi devons-nous avoir l'humilité de partager et de confronter nos analyses et conclusions avec tous les segments de la nation dans un dialogue ouvert et sincère. Le Haut Conseil des collectivités territoriales élargit les espaces de dialogue, de consultation et de concertation dans le processus de prise de décision qui engage la vie des collectivités territoriales. Il pourra également coopérer avec la commission en charge du dialogue des territoires. Il répond ainsi à la forte demande devenue un impératif d'une meilleure inclusion des citoyens dans l'identification des besoins, la définition des priorités, la conception et la mise en œuvre des politiques de décentralisation. C'est pourquoi, instruit par l'expérience vécue du contact direct avec les populations, je reste toujours convaincu que la politique doit être l'expression de ce que vivent et veulent les citoyens. Nous devons garder constamment à l'esprit les préoccupations des agriculteurs, des pêcheurs, des éleveurs, des artisans, des jeunes, des femmes. C'est en écoutant celles et ceux au nom de qui nous gouvernons que nous pouvons prendre des décisions justes et conformes aux intérêts de toutes les composantes de notre société. Il s'agit donc d'associer les territoires à la gestion de leur destin, une nouvelle forme de lien avec l'État central, une demande de l'écoute attentive aux aspirations profondes des mutations à la base pour impulser un développement territorial équilibré. C'était les temps forts de la cérémonie d'installation du Haut Conseil des collectivités territoriales. La commune de Mbolo-Birane, dans le département de Podor, a réceptionné du matériel scolaire et médical ainsi qu'un local pour la sage-femme du poste de santé de la localité. C'est un don de la République populaire de Chine dont l'ambassadeur a effectué le déplacement pour les cérémonies de remise. Pape Bonachao. La quiétude habituelle du poste de santé de Mbolo-Birane, quelque peu dérangée, mais la cause est juste. Un nouveau logement doté de toutes les commodités pour la sage-femme de la structure et un important lot de matériel médical, un don de la République populaire de Chine, salué à juste titre. Le tour est complet, monsieur l'ambassadeur. Et tout cela, je voudrais vous réitérer notre grande, profonde gratitude. Vous avez montré que vous êtes des nôtres. Nous vous témoignons aussi que vous êtes bien des nôtres.
C'est pourquoi, en guise de reconnaissance et devant monsieur le sous-préfet et monsieur le maire, nous sommes heureux de vous décerner, ainsi qu'au chef du bureau, monsieur Lung Fieng, le statut de citoyen de notre village. À Mbolo Birane, le drapeau de la coopération sino-sénégalaise flotte également dans le secteur de l'éducation. Du matériel scolaire et des équipements sportifs sont aussi offerts par la République populaire de Chine, qui n'en est pas à sa première. Grâce aux dons multiples que nous réceptionnons aujourd'hui, vous poursuivez généreusement une longue tradition d'amitié de la Chine à l'endroit de notre village. Mais vous ajoutez une touche personnelle à cette tradition en nous rendant visite avec plusieurs de vos collaborateurs, dont mon ami, le conseiller Lu Yifeng. Nous ne pouvons que remercier l'ambassadeur de Chine au nom de M. Omar Dembaba, au nom du ministre de l'Intérieur, natif de la zone, mais aussi au nom aussi des populations de toute la communauté rurale, ou de la commune de Mbolo Birane. Toutes ces actions s'inscrivent dans une logique de renforcement de la coopération sino-sénégalaise déjà très fructueuse. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous exprimer que l'ambassade de Chine continuera à promouvoir la coopération locale avec la partie sénégalaise et à renforcer les échanges de tous les niveaux et accélérer le processus de projets ruraux comme le projet des forages multi-villages au profit du bien-être du peuple sénégalais. La riziculture, autre secteur d'activité qui va bientôt bénéficier de l'expertise et de l'appui de la République populaire de Chine. L'ambassadeur a à cet effet visité l'exploitation agricole du village, notamment le système d'irrigation et les parcelles. Les rideaux sont tombés sur le forum du Magal. Pendant 3 jours, la communauté mouride a choisi Dakar pour des activités culturelles préparatoires à l'événement. D'éminents intellectuels venus d'horizons divers ont fait une déclaration finale à la fin des travaux. En présence d'une délégation gouvernementale, le comité d'organisation du Magal vient ainsi de s'engager sur la dernière ligne droite vers le 18 Safar à Biboumbay. Un dernier acte à poser à Dakar avant le Grand Magal pour clôturer les activités préparatoires de la commémoration du départ en exil de Cheikhoul Khadim. Massalikul Jinan, point de ralliement de la communauté mouride après Bambilor et King Fahd Palace. Ici, la résolution finale de la rencontre est lue pour sanctionner les travaux des experts venus de tous les continents autour du thème « Notre identité islamique et les défis de la mondialisation ». À l'arrivée de Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké, une communion et une ferveur ont été remarquées entre la délégation du gouvernement conduite par le ministre Aly Ngouille Ndiaye et le porte-parole du khalife général des Mourides. Tour à tour, les conférenciers, le rapporteur, tout comme le représentant du Khalif à Dakar ont tous magnifié cette initiative du forum, un cadre de réflexion féconde sur l'islam en général et le mouridisme en particulier, dont Cheikh Ahmadou Bamba en est une référence. Un moment ne peut être encore mieux choisi à l'heure où l'islam est accusé de tous les maux, calomnié, persécuté, embarqué de gré ou de force dans une mondialisation qui ressemble plus à une jungle où règne la loi du vainqueur. De là tire toute sa pertinence le thème qui nous réunit aujourd'hui, identité islamique et mondialisation. Qui connaît Cheikh Ahmadou Bamba ne sera pas surpris par le choix du thème. Il a en effet effectué un grand travail d'éducation et d'instruction pour mettre en place un modèle réussi d'enracinement dans les enseignements du Coran et de la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ses compagnons sont des sentinelles de la sauvegarde du patrimoine de la civilisation islamique. Prenant la parole, Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké s'est adressé aux hôtes de Touba, venus de différents pays et qui ont contribué de manière objective dans les différents ateliers. Et la résolution finale, dira Serigne Bass, permettra d'en faire une large diffusion par le comité d'organisation du Grand Magal. Les éminents spécialistes qui ont planché sur la question l'ont abordé de manière approfondie. Ils ont pu définir l'identité islamique faite de foi, de miséricorde, de respect des droits divins et des droits de tout ce qui existe dans l'univers, de solidarité, d'entraide, de pardon, de culte du savoir, du travail et du sens du devoir et de la responsabilité.
Ce dernier acte du forum est un signal fort vers la célébration du Grand Magal et le document va constituer, selon le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, un référentiel pour la communauté musulmane vu la qualité des interventions. Le Magal de cette année est donc parti pour être celui des grandes innovations et ce forum en est une parfaite illustration. Sur le même sujet, la caravane Wadial Magal de Touba dans les localités de Fass Barigo, Ndok Saré, Diakhao, Ndiélassem, Ndofane et Niakhar au centre du pays. Partout, les conférenciers ont rapporté le message du Khalif général des Mourides. Ils sont revenus sur le sens de la démarche. Claire Diop. Visite du mausolée de Serigne Ababakar Kane, un mouhadam de Fass Barigo, le riche parcours de l'homme relaté devant la délégation de la caravane Wadial Magal édition 2016, mais aussi l'on est revenu largement sur ses rapports privilégiés avec Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Des visites de courtoisie ont aussi été effectuées chez d'autres chefs religieux de Fass. Le mot d'ordre du jour, l'unité de tous les musulmans, quelle que soit leur appartenance confrérique. Nous sommes très impressionnés par rapport à la caravane, parce que c'est ça qui fait vivre l'islam. L'islam, c'est une religion de tolérance, et ça, c'est un exemple de tolérance. On est très content. Et vraiment, là, on ne peut pas dépasser ce qu'on a déjà dit en Wolof. Serigne Moustapha Mbacké Ibn Serigne Modou Mbacké a aussi reçu la caravane à Ndok Saré. Ensuite, cap sur Diakhao à Fatick toujours. Sur place, le mausolée d'un grand érudit de l'islam est aussi visité. Baba Diakhouba était un érudit de l'islam et était un fédérateur. Quand les Tchèdos ont perturbé le Sénégal et voulaient réduire en cendres l'islam, il est allé voir toutes les familles du Sénégal, le contacter pour de conjuguer les efforts pour faire face aux Tchèdos et aux Français. Et ce qui a occasionné la grande bataille de Patabadjan, une date à ne pas oublier, qui est le 30 novembre 1865, qui doit être enseigné dans les écoles et faire savoir aux musulmans sénégalais. Autre endroit, Diakhao Sine, le lieu est plein d'histoire. Ici, Boursine Koumbondo Fen Diouf, un grand tchèdo, avait témoigné en faveur de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Nous sommes le 7 juin 1903. Serigne Touba venait juste de revenir du Gabon avec une notoriété qui faisait peur aux colons. Boursine Koumbondo Fen amul benn buur bu mën a taxaw ne yaa ko dàqoon ci taar kenn gënu ko juddu mu moomoon Sine nangul ko Serigne Bamba Faye. Boursine Koumbondo Fen était un illustre roi accepté par tous les Sine. Quand Serigne Touba est venu, il a tout laissé pour lui, sa vie, son honneur, son argent, car il croyait en lui. Il a témoigné en faveur de Serigne Touba parce qu'il savait que ce dernier était juste. Serigne Bamba xeexul sosul tapalewul waxul deful lu dul jaamu yàlla ak liggéeyal yonent yàlla mooy alayhi salaatu wasalaam mu dem nangoo seedeel loolu garanti ci ànd ci ak ay bokkam ci biir Sine. Autre localité où la caravane a fait escale, Ndiélassem chez Serigne Alassane Gueye, mais aussi Ndofane Mouride chez Serigne Modibo Sylla et à Niakhar. Partout, les conférenciers sont largement revenus sur le sens du Grand Magal de Touba. De nous avoir suivis, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS. Surprise 150%. Fibre 23h59. Recharge à partir de 250 francs. Oui, 250 francs. Des Gomade, c'est à partir de 250 francs. 150% de bonus valable vers Orange par carte verte, CEDO ou à la Orange Money. Ce n'est pas fini. Le bonus est transférable vers Kirène avec Orange au dièse 999 dièse. Dièse 999 dièse. Niofar.